Le 7-9. 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin est candidate Les Républicains à l'élection présidentielle et présidente de la région Île-de-France. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On voulait vous entendre sur l'Europe. Pendant plus de 3 heures hier à Strasbourg, Emmanuel Macron s'est donc prêté au jeu des questions-réponses avec les députés européens. Il a été interpellé frontalement, souvent sur son bilan national, par Yannick Jadot, François-Xavier Bellamy pour votre groupe, Jordan Bardella pour le RN ou Manon Aubry pour la France Insoumise. À plusieurs reprises, la présidente du Parlement européen a rappelé « This is not a national debate ». Ce n'est pas un débat national. Alors vous, est-ce que vous avez eu l'impression en regardant d'être au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale ? D'abord, je crois que le discours d'Emmanuel Macron a déçu beaucoup d'Européens. Parce qu'effectivement, ils ont eu le sentiment d'un détournement de la présidence française de l'Union européenne au profit d'une campagne présidentielle. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron s'est fait vertement tancer par Manfred Weber, le président du puissant Parti populaire européen. Le parti de droite, le vôtre. Le parti de centre-droit qui dirige... Qui a la présidence de la Commission et la présidence du Parlement européen. Et Manfred Weber lui a dit que ce clivage entre populistes et progressistes qu'il essaye de maintenir à bout de bras, parce qu'il est dans l'obsession que vous connaissez d'être en face de Marine Le Pen à la présidentielle française, était totalement artificiel, que ce clivage ne reposait sur aucune réalité européenne, puisque en Europe, il y a une troisième voie, c'est le Parti populaire européen, un centre-droit patriote et européen. D'accord. Et que donc, oui, mais c'est intéressant. Mais du côté de l'opposition, parce que ça veut dire que le discours d'Emmanuel Macron partait sur des lignes fausses. Son objectif, et Manfred Weber lui a dit, c'est d'opposer les progressistes et les populistes. Et pourquoi faire ? Pour faire monter les populismes. Mais l'attitude de l'opposition, mais c'était très intéressant parce que ça montre qu'en réalité, le discours d'Emmanuel Macron est déconnecté de la réalité de l'Europe, qui est aujourd'hui dirigée par la droite républicaine. Ensuite, il y a le fond. Le fond du discours. Mais le fond, je vais y venir. Je voudrais, sur la forme, le fait que l'opposition ait utilisé l'enceinte du Parlement européen. D'ailleurs, beaucoup de députés européens, pas français, sont partis en disant ils font leur petit débat national, c'est pas pour nous. Parce que sur le fond, le discours n'était pas à la hauteur des enjeux. Sur le fond, il n'y avait rien, par exemple, sur la taxe carbone, qui va être une micro-taxe carbone. On nous avait annoncé une taxe carbone de 15 milliards, elle sera de 1 milliard. Il n'y avait rien sur la politique énergétique de l'Union européenne, à un moment où on sait très bien tous que cette question énergétique est cruciale à la fois en termes écologiques, en termes de souveraineté européenne et en termes de pouvoir d'achat. Il n'y avait rien non plus sur comment on va reprendre le contrôle des frontières, qui est un sujet majeur, celui du pacte migratoire européen. Il veut une réforme de Schengen. Emmanuel Macron a été très clair. Mais c'était creux. Tout ça sonnait creux. C'était des grands principes qu'on avait déjà entendus. Il faut protéger nos frontières extérieures, y compris en élaborant une force gouvernementale d'intervention rapide. C'est creux, c'est rien ? Mais oui, pour l'instant, tout ça sont des pétitions de principe avec des grands mots et des concepts qu'on a entendus déjà 10 fois. Il nous a proposé toute une série de conférences. Il a parlé que de la charte des droits fondamentaux. Enfin, aujourd'hui, rien de concret. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe attend des actes et pas encore une présidence verbeuse. J'entends, mais sur les mots, la défense d'un SPIC européen, la réforme de Schengen, la taxe carbone aux frontières, la régulation des GAFA, y a-t-il un de ces 4 objectifs fixés par Emmanuel Macron pour sa présidence européenne que vous récusez ? Vous êtes d'accord avec tout ? Mais le vrai sujet, c'est que rien de tout ça ne se concrétise. Vous avez vu d'ailleurs la réponse que lui a fait Arnaud Danjean sur la défense. Des grands mots sur la défense européenne et pas d'actes concrets, vraiment concrets, depuis pratiquement 2008. Que des petites choses. Donc le sujet, et pourquoi ? C'est parce qu'Emmanuel Macron a fait une tonitruante déclaration sur l'OTAN en état de mort cérébrale. Donc ces tonitruantes déclarations crispent les partenaires européens et finalement mettent à mal un certain nombre de projets. Et vous voyez, Emmanuel Macron fait en Europe la même chose que ce qu'il fait en France. Des déclarations tonitruantes qui crispent, qui divisent et qui font que ça bloque finalement les avancées d'une défense européenne. La nouveauté de son discours hier, c'est qu'il veut inscrire la reconnaissance du droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Est-ce que c'est une bonne idée ? Mais moi, j'y suis plutôt favorable. Vous savez, pour moi, je suis pour le libre choix des femmes. Et l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, pour moi, est un droit fondamental des femmes. Et je l'ai voté, j'ai voté la résolution qui le dit au Parlement français en 2014. Mais le problème, c'est que là encore, ce qu'il faut, c'est convaincre les peuples sur la question de l'avortement. Et vous le savez, il y a un certain nombre de pays qui n'y sont pas favorables. Donc le sujet aujourd'hui, c'est comment convaincre ces peuples. Emmanuel Macron sait très bien que sa proposition va rester lettre morte. Il n'aura jamais l'unanimité sur cette proposition. Et donc c'est essentiellement une proposition
de politique intérieure pour les Français, pour dire aux Français, regardez, je défends l'avortement. Valérie Pécresse, Marine Le Pen a parlé hier des jumeaux Macron-Pécresse sur l'Union européenne, estimant que vous avez la même vision peu ou prou qu'Emmanuel Macron sur l'Union européenne. Mais il y a un point. C'est totalement faux. Il y a un point, justement, je vais vous donner un point. Il y a un point où vous vous rapprochez justement de Marine Le Pen. C'est au sujet de la souveraineté juridique. Vous aussi, Valérie Pécresse, vous laissez entendre que si vous êtes présidente, vous ferez primer le droit constitutionnel français sur le droit européen, ce qui contrevient au traité, ce qui contrevient à la jurisprudence européenne et qui ouvrirait un risque de sanctions, voire d'exclusion de la France. Non, absolument pas. D'abord, ce que je vous explique depuis le début, c'est qu'il y a 3 voies. Il y a la voie... Et d'ailleurs, c'est intéressant, il y a eu une polémique, vous savez, début janvier, sur la question des drapeaux. Cette polémique, elle explique exactement quels sont les positionnements vis-à-vis de l'Europe. Emmanuel Macron a mis le drapeau européen. Il est président de l'Union européenne, il oublie la France et il est déjà parti, fédéraliste. Madame Le Pen, elle, a dit « Je ne veux voir que le drapeau français. Enlevez-moi ce drapeau européen. » Nationaliste, fédéraliste, nationaliste. Et puis il y a la position qui est la mienne, celle de la droite républicaine, celle du Parti populaire européen, qui est de dire « Accolons les 2 drapeaux. Mettons le drapeau européen et le drapeau français. » Ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy sous la présidence. Pardon, Madame Salamé, si vous me permettez de développer ma vision de l'Europe. Ma vision de l'Europe, c'est celle des patriotes, d'être patriote et européen en même temps. Et c'est une 3e voie entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et cette 3e voie, elle existe. Alors, dans cette 3e voie, effectivement, il y a la question de la hiérarchie des normes. Et la hiérarchie des normes, moi, je suis comme le tribunal de Karlsruhe allemand. Je considère qu'il y a la jurisprudence européenne, il y a l'état de droit, mais il y a aussi les identités constitutionnelles des peuples. Et dans l'état de droit, l'identité constitutionnelle des peuples, elle est importante. Elle est importante et elle peut être opposée à une jurisprudence européenne. C'est ce qu'a jugé le tribunal de Karlsruhe à propos de problèmes financiers et c'est ce que je propose de mettre en œuvre. Mais mais je respecte, en disant cela, l'état de droit. Pardon Valérie Pécresse, mais le droit de l'Union européenne prime sur le droit national, y compris les dispositions constitutionnelles. C'est ce qu'a rappelé la Commission européenne. Aujourd'hui, c'est comme ça. Les traités internationaux et les traités européens priment sur la Constitution française. Par ailleurs, tous les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne sont contraignants pour tous les États de droit. Vous parlez de la décision du tribunal de Karlsruhe. Moi, je vais vous parler de la décision du tribunal polonais. Eh bien, il y a une procédure qui a été ouverte et aujourd'hui, la Pologne est condamnée. Non, mais les gens ne le savent pas. La Pologne est condamnée à payer 1 million d'euros par jour pour avoir enfreint cette règle-là. Alors, sur la Pologne, il y a la question juridique. Est-ce qu'on peut opposer son identité constitutionnelle à une jurisprudence européenne? Et puis il y a la question aussi politique. Est-ce que l'identité constitutionnelle des États membres est ou non contraire aux valeurs de l'Europe? Et je crois que la Pologne, par sa décision sur la question des juridictions qui pouvaient faire l'objet de sanctions administratives, et contrevient aux principes fondateurs de l'Union européenne. Et moi, je considère que la France, elle, ne contrevient pas à ces principes. On voulait vous recevoir ce matin, surtout pour parler d'Europe. Vous avez donné votre réaction au discours d'Emmanuel Macron, c'est très clair. 2 petites questions d'actualité nationale. D'abord, une nouvelle grève des enseignants aujourd'hui à l'appel de plusieurs syndicats contre la gestion du Covid-19 à l'école et sur fond de polémique autour des vacances à Ibiza du ministre. Vous soutenez cette grève? Je comprends l'exaspération. Je comprends l'exaspération de la communauté éducative dans son ensemble, que ce soit les enseignants, mais aussi les parents, parce qu'on leur a mis un protocole qui était juste intenable, on ne les a pas consultés, et si vous me permettez de le rappeler, moi j'avais proposé une solution alternative, qui était de retarder d'1 semaine la rentrée pour prendre le temps de la concertation, et pour surtout aplatir la courbe. Et on le voit, ça y est, le pic est derrière nous. On aurait écouté l'opposition une fois, voyez, on aurait une autre présidence qui respecte les oppositions et qui les écoute quand elles ont des bonnes idées, on n'en serait pas là. Valérie Pécresse, pour finir, dans une émission sur BFM mardi, vous avez fait beaucoup réagir avec votre mise au point face à Jean-Jacques Bourdin, visé par une plainte pour agression sexuelle. Pendant 2 minutes, yeux dans les yeux face à lui, vous avez déclaré « Je respecte la présomption d'innocence, mais... » On écoute. Le combat contre le harcèlement sexuel et contre les violences faites aux femmes est un combat personnel pour moi. Trop de femmes ont eu peur, pendant longtemps, de porter plainte. Et présidente de tous les Français, je ne laisserai plus aucune femme avoir peur de porter plainte. La loi du silence, c'est fini.
Beaucoup ont vanté votre poigne, votre courage politique. D'autres se sont souvenus que vous n'aviez pas ménagé votre soutien à Georges Tron quand il était poursuivi pour viol. Et puis hier soir, Anne Niva, la femme de Jean-Jacques Bourdin, a réagi sur cet avou. Elle dénonce une opération de communication et d'instrumentalisation politique de votre part. Vous lui répondez quoi ? Que j'ai dit ce que j'avais à dire et fait ce que j'avais à faire. Et qu'aujourd'hui, je me suis retrouvée dans cette situation. On a besoin aujourd'hui de réaffirmer que la parole des femmes est importante et qu'elles ne doivent pas avoir peur de porter plainte. Et sur la question de Georges Tron, permettez-moi de vous dire que c'est une instrumentalisation totale, parce que le tweet dont on parle était un tweet que j'avais fait quand il avait eu un non-lieu, c'est-à-dire quand il avait été blanchi par la justice. Et je le rappelle, dans ces affaires, il y a une présomption d'innocence et c'est la justice qui tranche. Et quand elle tranche, eh bien, on peut se féliciter quand quelqu'un est jugé innocent. Vous ne regrettez pas ce que vous avez dit à Jean-Jacques Bourdin ? Vous ne trouvez pas que c'était excessif pour vous ? Mais c'était une position de principe, Madame Salamé. Vous êtes contre, vous, la libération de la parole des femmes ? Non, tout le monde est pour, je pense. Eh bien alors donc, j'ai dit ce que tout le monde pense. Vous auriez pu ne pas y aller. J'ai dit ce que tout le monde pense. Non, je ne pouvais pas ne pas y aller parce qu'il y avait 20 Français qui m'attendaient pour me poser des questions et qui avaient depuis une semaine préparé leurs questions. Et c'est pour eux que je suis allée à cette émission. Valérie Pécresse était notre invitée. Merci et belle journée à vous.